Oui, je me souviens que les autres cinéastes avaient souvent donné des réponses très longues et assez ampoulées, et puis euh, enfin assez artistes, souverains. Mais j'avais donné une réponse laconique pour gagner plein de fric, pour faire de beaux voyages et pour rencontrer de belles nanas. Euh, C'était un peu par ricochet que j'avais donné cette réponse parce que je l'avais suggéré à Robert Bresson de donner celle-ci. Mais il n'a pas eu l'air d'apprécier et donc je l'ai reprise à mon compte. Je pense que ça aurait été plus drôle encore si ça avait été Bresson qui l'avait donné. Il y avait des choses qui sont un peu datées. Par exemple, je l'avais fait alors que la version définitive pour les salles n'était pas prête. Et j'avais constaté qu'il y avait un défaut de la lumière. On ne voyait pas que les lumières des Champs-Élysées s'allumaient. Mais ça a été rattrapé à l'étalonnage et l'article est passé tel quel, donc fondé sur cette vision d'un film qui était en copie zéro, non définitive. Mais c'est resté dans l'article. J'étais assez impressionné par Charlotte et son Jules, que j'avais vu auparavant, et puis par À bout de souffle. Ce qui est assez curieux, c'est que ce film-là allait correspondre assez peu à la suite de la carrière de Godard, puisqu'il était fait sur l'improvisation, la spontanéité, alors que c'était une direction tout à fait différente des films futurs de Godard, avec sa période marxiste et ensuite sa période vidéo et puis les films plus contemplatifs et nostalgiques qu'il fait actuellement. Le plus dur pour moi, c'était d'arriver à la critique. Une fois que j'avais écrit mon premier article, j'avais le pied à l'étrier et j'ai pu faire d'autres critiques. Et en tant que critique, on était très sollicité par les producteurs pour faire des films. À l'époque, il était presque impossible pour un critique de ne pas faire de film, tellement on était sollicité par les producteurs, parce que tous les films des critiques marchaient. Sauf d'ailleurs un critique qui avait des attaches à Dijon, Jean Demarquis, qui était aussi professeur d'économie, et qui a eu bien du mal à ne pas faire son film. C'est un ensemble, c'est une suite d'étapes. Effectivement, quand j'écris le projet, ça compte pour beaucoup. Je suis un scénariste qui s'arrange pour réaliser les films, qui les fait comme il peut. Mais je suis d'abord un scénariste. Le moment le plus agréable, c'est peut-être quand on arrive au mélange du film, hein, parce que tout ça devient beaucoup plus clair et compréhensible au niveau des intentions. C'est quelque chose souvent d'informe en cours d'exécution et de montage, mais au mixage, normalement, ça paraît beaucoup plus limpide et ça commence à vous rassurer un peu. Oui, il y en a beaucoup d'ailleurs, autant du muet, presque la plupart des réalisateurs étaient acteurs comme George Ford, Mosegui ou Griffiths. Après, ou les comiques. Après, les fonctions se sont séparées à partir de 1910-1915. Et puis, c'est revenu puisque maintenant, il y a beaucoup de réalisateurs qui jouent dans leurs propres films. Pas tous leurs films, hein, mais au moins certains. Effectivement, il y a ceux que vous citez, mais il y a même des gens qui étaient un peu rebelles à l'idée de figurer dans leurs films, comme Truffaut,
qui s'y est mis. Ou sa voix. Il a Quoi? mis sa voix parfois. Sa Oui, voix off, des anglaises, oui, sa voix, mais enfin, il figure quand même la chambre verte. dans la Chambre verte et dans la nuit américaine et dans l'Enfant sauvage. Je pense qu'on peut se débrouiller. Il y a toujours des gens qui cherchent à éviter le formatage. Mais il y a aussi des angoisses qui font que beaucoup de cinéastes cherchent à prendre des cadres établis pour pouvoir être tranquille ou pour pouvoir tourner. Au tout début du cinéma, il n'y avait pas le formatage dans la mesure où le cinéma n'existait pas encore vraiment. Et les premiers réalisateurs, ils n'avaient aucun modèle auquel se référer vraiment. Donc vers 1915-1920, ils avaient une grande liberté. Oui, bien sûr, enfin sur le rendu du film. Bon, ben, c'est pas automatique, parce qu'il y a encore beaucoup de films qui se font en argentique, hein. Mais ça ouvre pas mal d'horizons. Ça enferme aussi parce que il est beaucoup plus facile de faire un film, donc il y a plus de concurrence, et les films parviennent peut-être moins facilement aux spectateurs du fait de cette concurrence. Avant, il y avait, dans l'histoire du cinéma français, il y avait à peu près 80 longs métrages par an. Maintenant, on en trouve plus de 200 effectivement, la concurrence est beaucoup plus forte. Elle se rapproche de la concurrence que se font entre les livres qui sont très nombreux.